Merci, Monsieur le Président général. Mesdames, Messieurs, chers anciens, merci de m'écouter. Et je vous présente aujourd'hui deux sujets qui nous tiennent à cœur. C'est d'une part la prise en charge du traumatisé sévère et la transmission et l'enseignement. Ces deux sujets sont réunis en un seul dans l'apprentissage par jeu de rôle de la prise en charge des traumatisés sévères. Triage étant le nom qu'on a donné à ce jeu de rôle. Est-ce que ça pourrait être une première étape de simulation? Quelques mots pour commencer sur la particularité de la chirurgie militaire qui allie différents types de contraintes. Les contraintes militaires d'abord, qui sont liées au combat et à la sécurité, qui donnent une certaine incertitude, à l'environnement dans lequel on travaille, notamment la rusticité et la sobriété de ce dont on dispose, et on l'a vu avec la présentation précédente, l'isolement et l'éloignement. Quelquefois, on ne doit compter que sur ce qu'on a avec nous et on ne peut pas compter sur l'aide qui vient de l'extérieur, que ce soit pour des questions de transmission, par des questions logistiques, des questions de... Voilà. Il y a plein de causes à ça, mais c'est des grandes particularités, des contraintes qui sont inhérentes au métier de militaire quand on est à l'étranger. On pourrait les résumer donc par l'incertitude, que ce soit sur le plan logistique ou temporel, et avec la rusticité. À ces contraintes militaires s'allient les contraintes médicales que vous connaissez toutes par cœur. Je ne reviendrai pas sur le concept de 10 minutes platinum et de la golden hour, qui sont juste une conceptualisation du fait que chaque minute perdue pour le traumatisé sévère péjore le pronostic vital. Voilà. Et qui nous amène au concept de mort évitable. Comment soigner le maximum de patients, comment sauver le maximum avec les moyens dont on dispose. Soit ils reviennent rapidement à la médecine, soit la médecine va vers eux le plus proche possible des combats. Mais ça nécessite de faire des choix et d'appliquer le damage control, le damage control resuscitation au sein duquel se trouve le damage control chirurgical. L'ensemble de ces contraintes assemblées nous oblige à faire des choix et à trier. Et c'est la base de la formation que doit avoir chaque médecin militaire, chaque chirurgien militaire quand il part. Il doit être capable de trier, on doit être capable de l'enseigner. Comment enseigner cette chirurgie, cette particularité de la chirurgie militaire qui fait face à des enjeux vitaux pour nos patients, avec une occurrence très faible en métropole, là où on enseigne. Et on doit enseigner à la fois en formation initiale à nos jeunes collègues en début de carrière et tout au long de la carrière, avant les projections. Et la formation est là de la formation continue avec des formations en équipe, surtout. Et bien, la solution, c'est la simulation. Vous l'avez compris. Je continuerai avec quelques principes sur la simulation que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Donc la simulation est un outil pédagogique qui permet l'apprentissage et par la répétition et l'entraînement. Et ça s'applique particulièrement, c'est particulièrement adéquate pour des gestes techniques particuliers. Je vous ai mis ici une photo du garrot à gauche. C'est quelque chose, il faut savoir le faire avant d'être confronté à un membre qui saigne la rage. Il faut savoir comment fonctionne le garrot, c'est un geste technique simple, mais il faut savoir le faire et l'avoir mimé avant. Et en bas à droite, en bas à gauche de l'image, pardon, j'ai mis une photo d'internes qui apprennent à Célio en laboratoire sur des simulateurs. C'est maintenant acquis et les promotions d'internes passent par des simulateurs en cours dans les écoles de chirurgie. Et ça, c'est pour des situations qui peuvent être à risque, des situations de soins à risque. Donc la simulation est particulièrement adaptée pour les gestes techniques et pour des situations qui peuvent être génératrices de risque. La simulation est aussi particulièrement adaptée pour des situations qui sont très rares. En haut de l'écran, vous voyez un traumatisé sévère qui était la victime d'un IED avec son véhicule qui avait sauté au Mali. On n'en rencontre pas tous les 4 matins en France, des patients aussi graves que ça, pas dans tous les hôpitaux. Et puis quelque chose qui peut plus correspondre à ce qu'on peut vivre en France, mais qui est aussi très rare, la photo du bas, qui est la catastrophe ferroviaire de Bretigny en 2013. Voilà, la simulation est donc un bon outil pour apprendre et s'entraîner avant d'être confronté à ces situations.
Il existe différents types de simulations, des simulations basse fidélité, moyenne fidélité et haute fidélité. Il n'y a aucun jugement de valeur dans le basse, moyen ou haute, c'est juste une évaluation et des simulations différentes qui permettent d'appuyer sur différents points pour avoir une formation complète. Et pour finir de vous présenter, pour arriver jusqu'au jeu de triage, je passerai un petit détour par TraumaSims, qui est un jeu sur ordinateur qu'on appelle Serious Game et qui permet l'apprentissage du triage et de la chirurgie, de la prise en charge du blessé sévère, du traumatisé sévère. C'est un jeu qui a été développé par des équipes civiles et militaires avec une société civile Medusims et qui permet le triage médical. Le joueur est confronté sur son écran avec une ambiance sonore à des victimes qu'il doit trier. Vous voyez la catégorisation qui apparaît là, il doit mettre la bonne catégorisation. Il permet aussi l'apprentissage des gestes médicaux. Vous voyez les gestes médicaux d'urgence. Vous voyez ici apparaître le panel de gestes médicaux d'urgence que peut appliquer le joueur. Ensuite, l'organisation d'équipe. Ça, c'est dans une ambiance civile, mais vous voyez un médecin du SAMU au fond avec 2 équipiers qui doit diriger et à qui il doit donner des consignes pour prendre en charge les blessés, les répartir dans le lieu où ils se trouvent. Et enfin, ce jeu permet l'organisation et l'évacuation des victimes dans la prise en charge. Malheureusement, ce jeu a fait faillite, faute de commercialisation, et c'est là que est né le prototype du jeu de triage. Grâce au professeur Ballandreau et au professeur Avaro, qui devait fournir une séance de TP, puisqu'on utilisait TraumaSims pour faire les TP à nos jeunes médecins en fin de formation. Et bien, à un moment où on s'est retrouvé sans le jeu, triage a été initié. C'est donc un jeu de rôle sur plateau qui se joue en équipe. Vous voyez ici une équipe qui joue dans une préparation opérationnelle avant projection, au Niger en l'occurrence. Donc c'est une antenne chirurgicale qui est autour d'une table avec un plateau de jeu, des pions, et debout vous avez le maître du jeu qui anime la séance. C'est donc un jeu de rôle sur plateau, en équipe, avec pour objectif l'apprentissage du triage médico-chirurgical, le déroulé, la visualisation d'un déroulé d'une organisation réelle pour une équipe qui se rend compte de décisions qu'elle prend et tous ensemble écoutent ce qui se fait. C'est un vrai travail de leadership et de communication en interne et en externe pour une équipe. C'est l'apprentissage d'un langage commun pour tous réfléchir de la même manière en utilisant l'acronyme Marche Ryan qui doit être déroulé pour avoir un langage commun et travailler ensemble. Et enfin, c'est un jeu qui doit permettre la gestion spatiale de l'outil de travail qui est l'antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage et l'utilisation correcte des ressources limitantes, que ce soit les ressources matérielles avec au premier titre le sang, ou les ressources humaines, parce que quand on est 13 dans une équipe médico-chirurgicale, pour prendre en charge 10 blessés, il y a un nombre de personnes. Voilà le plateau de jeu, pour l'instant. Le plateau représente le plan d'une antenne de chirurgie, avec en rouge l'entrée et la sortie. La première tente est la tente de triage, où sont accueillies les victimes. La deuxième tente est la tente de déchocage. À l'intérieur, on suit la flèche bleue, le bloc opératoire, qui permet d'opérer 2 chantiers simultanément en théorie. Et ensuite, la tente post-opératoire de réanimation. Bien sûr, les blessés peuvent aller directement du triage à la réanimation si par hasard ils ont besoin, s'ils sont stabilisés. Ça, c'est chaque trauma leader décide. Voilà le plateau de ce jeu. Et les joueurs, chaque joueur a un pion. Je vous ai mis que 4 exemples, mais chacun est symbolisé. En haut à gauche, vous avez Eddie Bob. En bas à gauche, vous avez le chirurgien Tétékou. En haut à droite, vous avez le chirurgien orthopédiste. Et en bas à droite, le chirurgien viscéraliste. Donc il y a 13 joueurs qui vont avec chaque fonction infirmière, et y compris le sous-officier administratif qui s'occupe de la sécurisation et de toute version administrative. Ces joueurs
s'activent et déroulent leur prise en charge en utilisant des ressources qui peuvent être limitantes. Je vous ai remis, juste pour y penser, l'IBOD, parce que voilà, la ressource infirmière est limitée dans le nombre de personnel. Vous avez le sang en bas à droite, le réboire en bas à gauche et l'échographe qui apparaît en haut à droite. Et enfin, les cas cliniques. Les cas cliniques sont des vignettes qui, au recto, représentent le malade et sa blessure. Les constantes vitales apparaissent dans un coin. Et vous voyez aussi, alors c'est des prototypes, hein, donc c'est un jeu qui est en phase de construction, en phase d'amélioration. Vous avez le rôle de chacun, avec les gens qui sont nécessaires, absolument nécessaires, pour que, au minimum, le patient puisse être pris en charge, et si ce n'est pris en charge, au moins déplacé. Donc il faut au moins, sur le patient de gauche par exemple, il faut au moins un aide-soignant ou un infirmier, plus un IAD, pour pouvoir prétendre déplacer le patient. Ça veut dire que ces deux-là, ils ne peuvent pas être utilisés ailleurs sur un autre patient. Et au verso de cette fiche patient, vous avez une espèce d'algorithme qu'on a établi et qui donne une part aléatoire au jeu avec un dé. Pour lancer le dé à chaque tour, on détermine en fonction des soins qui ont été faits si le patient va vivre ou mourir. Pour la vignette de droite, par exemple, si le patient reste au tri, vous voyez un 3 en haut, à côté de le tri, le décès tri. Si le patient reste au tri, le tireur fait 3 ou moins, le patient meurt. Voilà. Et en fonction de là où il est, vous voyez que décès déchoc, si le patient est placé au déchoc, on estime que s'il est placé au déchoc, c'est que l'équipe l'a pris en compte et l'a soigné, et ben, la probabilité de décès diminue. Voilà. De même que s'il reçoit des culottes de globules rouges, s'il a reçu le bon nombre, la probabilité diminue d'un. Voilà. Donc il y a toute une règle du jeu qui a été écrite pour qu'il y ait une part aléatoire qui soit un peu vraisemblable et que les équipes puissent jouer en autonomie. C'est donc une simulation basse fidélité qui permet, dans la formation initiale de nos jeunes camarades, de jouer avec un maître du jeu qui anime le TP et qui fait en fait un peu le rôle du trauma-leader. Et l'idée dans la formation continue, c'est soit de stimuler avec un maître du jeu l'équipe qui va partir en opération, avec quelqu'un, dans ce cas-là, le maître du jeu doit toujours être expérimenté, ou alors l'idée c'est aussi de pouvoir laisser une antenne chirurgicale jouer en autonomie et même de pouvoir potentiellement la faire partir avec une boîte de jeu comme un jeu de société pour qu'elle puisse s'entraîner sur place quand elle est en mission. Et dans ces cas-là, c'est là où les règles sont utiles pour pouvoir que le trauma leader en fait prenne toute son ampleur et tout son rôle pour remplacer le maître du jeu. Donc c'est des règles du jeu qui sont en cours d'évaluation. Tout le problème en fait c'est de faire un jeu où il y a beaucoup de monde autour d'un plateau, que ce ne soit pas une usine à gaz et que les joueurs qui vont en premier n'attendent pas trop longtemps avant de rejouer parce qu'on s'adresse à une population de différents niveaux de formation, avec certains qui s'ennuient rapidement, donc il ne faut pas qu'ils décrochent. Il ne faut pas que les règles soient trop compliquées et rentrer trop dans le détail non plus. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, c'est des choses qu'on est en train d'évaluer. Et pareil pour la modélisation et le graphisme du jeu, vous avez vu que c'est des vignettes, que c'est un peu écrit à la main, que c'est dessiné à la main. On aimerait que ça évolue en le professionnalisant et en proposant une boîte de jeu comme un jeu de société. Notre perspective, c'est donc de maintenir ce jeu dans la formation initiale en professionnalisant, de le maintenir aussi dans la formation en équipe pour les équipes opérationnelles qui s'en vont, et pour ces équipes-là sur lesquelles on se centre au moins au départ, d'imaginer un continuum de simulation qui permet de commencer par ce jeu de rôle. On pourra, au cours de la discussion, si vous voulez, je pourrais détailler un peu plus ce qui spontanément ressort comme bénéfice. Et qui permet de préparer notamment l'équipe, d'avoir un langage commun, pour passer ensuite à un serious game numérique, pourquoi pas récupérer ce qui avait été fait et l'améliorer pour avoir quelque chose, pour aller jusqu'au bout peut-être avec la réalité augmentée, et jouer en équipe aussi en réseau, pour aboutir en fait avec des équipes qui sont très bien préparées, qui sont passées par différentes phases de simulation, jusqu'à la simulation pleine échelle, qui, elle, est extrêmement coûteuse en argent, en temps, en personnes et en moyens, et qui est déjà faite, mais en fait, on s'aperçoit que les équipes, en fait, on l'a fait une fois, mais ça prend une après-midi entière pour la faire,
Et si les équipes arrivent mieux préparées, elles tireront plus de bénéfices de la simulation finale, qui elle est déjà faite, mais on pourrait faire mieux. Voilà, l'objectif est de s'améliorer. Je vous remercie d'avoir très intéressant, la guerre n'est pas un jeu, mais on connaît les vertus pédagogiques de l'apprentissage par la vue. Et ça donne une très bonne démonstration. Peut-être des questions, des commentaires. Quelle est la possibilité d'examen complémentaire dans votre circuit? Alors là, on est centré sur l'ARCS, c'est-à-dire l'antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage. Le moyen complet d'examen complémentaire, il y a des bilans sanguins qui peuvent avoir lieu, ou biologique, qui est limité mais qu'on peut avoir, et l'échographie. Voilà. Après, ça c'est le jeu de départ, et le but c'est de pouvoir l'adapter en fonction de chacun, mais au moins dans ce coffret de départ, l'idée c'est pour les antennes chirurgicales opérationnelles, elles auront ça à leur disposition, donc c'est des fameux. Donc vous avez dans les différentes possibilités du jeu, par exemple, une plaie du thorax, normale, avec une chute de l'hémoglobine qui peut conduire directement à ouais. Et c'est tout le. Voilà. Alors chaque vignette, en fait, merci Bruno pour développer cet outil que vous avez initié avec Jean-Philippe Barreau. Chaque vignette a un titre, c'est un cas clinique. Vous voyez ces cartes qui sont dessinées à la main, qui sont pas si mal. Le dessin. Je n'étais pas bien. D'accord. Je suis désolé si vous l'avez pris comme ça, c'est pas l'objectif. C'est très haut. Ça permet surtout dans ce domaine de la simulation, c'est beaucoup de choses, y compris des logiciels informatiques, qui est bien, mais qui avait un certain coût. Et là, on s'est rendu compte qu'avec quelques cartes à jouer, une feuille à zéro, on arrivait à occuper une équipe pendant 2 heures sans qu'ils s'ennuient. Et un motivant très fort. Rassurez-moi, c'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. Mais ils sont très l'enseignement, on a toujours peur que des gens décrochent. Et souvent, on les laisse parler un petit peu, on leur met des cas cliniques et on leur dit tiens, toi tu décides, toi tu fais le chef, toi tu fais l'anesthésiste, parce qu'on n'est que entre chirurgiens, mais il y a un chirurgien qui se déguise en anesthésiste. Et un des premiers signes qui montre que ça marche bien, c'est quand le ton commence à monter entre eux. On les laisse parler, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils ne sont pas d'accord. Alors, on n'attend pas le pugilat non plus, mais alors c'est là que le maître de jeu arrive et lui donne quelques éléments, le fonctionnement d'une antenne chirurgicale, le principe de triage, et là ça devient constructif. Mais il y a des choses que je fais aussi, je ne les mets pas assis. Hein, j'ai vu la photo où sont les gens tout assis, on reste debout, je puisse un petit peu bouger, puis ça maintient un peu plus le tonus. Oui, il y a un rapport à réfléchir et à réfléchir vite. Le temps, on l'a vu tout à l'heure, parce que l'idée doit être au risque. C'est important, donc à essayer de garder l'esprit froid dans une situation qui est souvent dramatique. Un des gros bénéfices, c'est aussi dans l'équipe, on s'aperçoit que dans une prise en charge de blessés graves, l'équipe médicale, qui est réduite dans ces équipes-là, c'est 3 personnes. L'équipe médicale a une vue d'ensemble et globale de l'ensemble des patients, mais chaque personnel paramédical est souvent pris dans un tunnel de son patient dont il a la charge, et après la vue globale. Et en fait, ce jeu-là, et c'est ça qui les fait accrocher souvent, ils sont contents de la sortie en disant en fait j'ai mieux compris tout ce qui se passe pendant que moi je suis sur un patient. Et ils comprennent mieux certaines décisions, et pour pousser les choses un peu plus loin, il y a même des séances où on a fait jouer le rôle du chirurgien avec Keyboard par exemple. En lui disant, bon, voilà, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, ils se rendent compte de la difficulté aussi de temps en temps de prendre une décision, pareil, Liad, et puis quelquefois ils ont des grandes bouches, voilà, Liad, il fait le trombolide. Et là, ils se rendent un peu plus compte de ce qui se passe pour de vrai, quand ils vont prendre des décisions et guider l'équipe. Donc, il y a aussi un effet de team building. Voilà, exactement. L'idée, c'est vraiment de souder, de construire une ambiance d'équipe qui travaille, qui va travailler ensemble. Est-ce que les différentes situations qui peuvent être retrouvées dans le jeu ont une référence? C'est-à-dire que de dire ça c'est une erreur et on se réfère à un texte ou à un alors c'est la suite, c'est le débriefing. Là le débriefing, la référence c'est le maître du jeu, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il soit expérimenté. Je t'écris. Alors il n'y a pas quelque chose d'écrit pour l'instant, mais dans le jeu en autonomie, il faudra en effet qu'on fasse une fiche de débriefing, qu'on élabore ça, qui soit un peu toujours valable pour les aider et guider le débriefing. Sachant que le trauma leader qui devra le faire, ou le chef d'antenne, ce sera peut-être plus le chef d'antenne que le trauma leader, j'en sais rien, il faudra décider, mais ce ne sera pas forcément
former au débriefing d'une équipe. Donc il faudra le guider pour que ce soit de manière constructive. Et quelquefois, on sait, toutes ces personnes qui ont déjà fait du triage savent aussi que quelquefois, il n'y a pas qu'une seule réponse. Et qu'en fonction de l'équipe qu'on a, en fonction de... Voilà, si l'équipe, dans les chirurgiens du tronc, par exemple, qui occupe le poste de chirurgien viscéraliste, il y a soit un thoracique, soit un viscéraliste, soit un digestif, soit un neurologue. En fonction de la spécialité, si le blessé a une plaie abdominale et une plaie thoracique, peut-être que l'équipe qui a un chirurgien du tronc qui est thoracique commencera peut-être plus par le thorax et l'autre peut-être plus par l'abdomen si c'est un chirurgien digestif. Voilà. Donc il n'y a pas forcément qu'une seule réponse. Est-ce que vous échangez, parce que cette problématique existe dans toutes les armées, quelle que soit la nationalité, est-ce que vous avez des rencontres dans votre pédagogique ou c'est top qui permettent à la fois d'échanger ce type d'informations et aussi éventuellement de coordonner le triage quand vous avez affaire à une collaboration immédiate avec votre armée? Alors, depuis 3 ans, on a développé la formation spécialisée transversale en chirurgie d'hier, donc qui veut faire chirurgien civil, et on a utilisé ce jeu. Alors, on a toujours les cartes les blessés sont toujours des soldats, ils sont en kaki, mais ils se sont bien pris au jeu, et c'est pareil, on a pu beaucoup avancer sur les triages avec les chirurgiens civils, et d'autres chirurgiens de l'OTAN aussi, à Budapest, un cours qui est fait, un cours annuel, où on a commencé par traduire les circuits uniques en anglais, et on a réussi à le faire, on a bien participé. Alors oui, ils ont des idées, pas toujours les mêmes que les nôtres, on a pu échanger. Des questions concernant, vous envisagez l'adjonction de la numérisation de manière ou d'autre. Est-ce que par exemple sur les cartes à jouer, bon, ça ne pas bien, est-ce qu'à la place, en complément, avoir des cas cliniques sur un smartphone où il y aurait des images photographiques qu'on peut avoir c'est une piste même pour... moi, je pense que le maître du jeu doit quelque part être le trauma leader quand il n'y a pas de maître du jeu et que c'est en autonomie. Mais c'est une des solutions en effet, c'est d'avoir une application qui fait vivre le jeu et qui guide et qui a nourri le... Nous pour l'instant on a pris plus l'option de tirage au dé pour l'arrivée des blessés, le nombre, voilà. Parce que moi j'avais aussi dans la tête que quelquefois on n'a pas de connexion. Donc ça peut être plus compliqué pour faire... Et si c'est une appli qui est chargée dans le téléphone, et ben c'est quelque chose de... Moi, en émission, j'ai eu le temps d'y réfléchir là, et en effet, c'est quelque chose que j'avais envisagé en discutant avec des amis, mais je n'ai pas eu le temps d'aller creuser plus que ça. Juste un complément, quand on fait passer maintenant le concours d'internat, etc., on fait sur des tablettes, on a des cas cliniques, c'est à peu près les mêmes situations où l'étudiant doit avoir la possibilité de répondre des cas de plus en plus complexes. Donc on peut peut-être se servir de cette technologie. Bon, pardon, je vais juste rappeler que là, le fait d'être revenu à une version purement papier, avec une équipe autour, ça a énormément plu et on s'aperçoit que les gens adhèrent mieux et sont plus preneurs que de toujours remettre quelque chose de numérique au milieu. Et c'est drôle, mais il y a quelque chose d'humain qui est ressorti fort et les équipes sont très contentes. L'échange, en fait. L'échange. C'est que sur un seul tablette, la personne fera un choix, n'échangera pas avec les autres. Donc là, quand il commence à se mettre sur les autres, c'est bon. Le but étant de réduire au minimum l'improvisation collective, que ce soit coordonnée, c'est ça qui est important. Moi, je voulais dire que c'était remarquable. Parce que j'ai passé des années à enseigner ça, avec des grosses difficultés. J'ai trié par son extérieur, souvent, beaucoup. C'est très difficile à transmettre. Le smartphone en plus, pour moi, il apporterait rien. Parce que, exactement, la remarque était très bonne, à force de s'enfermer devant un écran, on ne s'occupe pas de ce que font les autres. Et on en viendrait à s'enfermer dans le silo qui t'enferme avec un seul malade, et tu ne t'occupes pas de ce que fait l'équipe. La chose qui est restée dans toutes les expériences de triage et puis de l'enseignement, c'est qu'il faut faire ça en équipe. Et que c'est un travail d'équipe, ce n'est pas un travail individuel. Et vous ne triez pas, même si vous êtes le meilleur des trieurs, tout seul. Parce que si vous devez expliquer à tout le monde au moment de trier que
il faut faire ceci et cela. Donc c'est à l'amont qu'on le fait, et votre système, il est remarquable parce qu'il est simple. Généralement, c'est la simplicité qui apporte l'efficacité. Vraiment, c'est très très bon. Bravo, merci.